à tous, merci à toutes d'être présents et présentes dans cette salle de AGK ce soir. On va commencer par quelqu'un de très important sur cette plateforme-là qui nous réunit ce soir et sur la grande plateforme des Ivoiriens et Ivoiriennes qui luttent pour les droits de l'homme dans son ensemble, en fait dans leur ensemble, les droits de l'homme, l'homme avec grand H, donc homme et femme. Cette personne-là, en 2012 déjà, elle s'était rendue dans le camp des réfugiés ivoiriens qui sont au Ghana aujourd'hui du fait de la crise. Je vais vous présenter en tout cas la femme que moi j'ai découverte un jour, qui me fascine en tout cas, c'est celle qui me fascine, et pour laquelle j'ai fait le déplacement et j'ai tenu à voir un jour à Abidjan en compagnie de mes enfants et qui a pris le temps de me recevoir avec eux. Donc qui est Simone Eyive Gbagbo? Elle est née le 20 juin 1949 à Mossou en Côte d'Ivoire. Son engagement commence très tôt, hein. Elle commence très tôt déjà dans les jeunesses chrétiennes, dont elle assure en tout cas la direction de la frange, la partie féminine. Ensuite, et cela va durer de 1966 à 1970. Dans les années 80, c'est là qu'elle rencontre Laurent lors de notre cher papa Laurent Gbagbo, lors des mouvements de grève qui ont lieu dans le milieu enseignant. De là va naître en tout cas un autre engagement politique, celui-là, qui n'est pas simplement humain ou spirituel, mais il va devenir politique. Et ensemble, en tout cas, ils vont mener un certain nombre de combats, notamment l'instauration du multipartisme, auquel elle va participer avec la création clandestine déjà en 1982 de ce qui va devenir, en tout cas, officiellement en 90, le FPI. Alors, pour en arriver là, je pense qu'il est bon de dire quel est son parcours. On ne va pas faire son curriculum vitae complet, mais quel est son parcours professionnel et tout ça. Donc, comme étude, il y a une chose qui nous lie toutes les deux, c'est que j'adore la littérature française, et elle aussi apparemment. Et donc, elle m'a précédée, en tout cas c'est une illustre aînée. Elle a commencé par une licence de lettres modernes, a enseigné la littérature française. Ensuite, au fur et à mesure, elle a rajouté des éléments supplémentaires, une maîtrise en littérature orale, un DEA, puis un doctorat. Ce qui l'a conduit successivement de l'université d'Abidjan à l'université Paris 8 à Paris, ensuite à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour finaliser en tout cas son doctorat en linguistique. Maintenant, la Simone dont je vous parlais, c'est la Simone humaniste. Et c'est celle-là qui m'intéresse. Parce que quand on regarde la situation aujourd'hui, c'est combien on ignore qui est cette femme. Quelles sont ses valeurs? La première des valeurs, c'est le respect de la vie humaine. La seconde, c'est la justice sociale. Justice sociale, j'entends par justice sociale le fait que chacun d'entre nous, en tout cas chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne, puisse non seulement scolariser ses enfants, avoir les moyens nécessaires pour accompagner ses enfants et que tous les Ivoiriens puissent manger à leur faim. Et surtout, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle a démarré dans les jeunesses chrétiennes et elle a dirigé la frange féminine. Donc le rôle de la femme, de cette femme, de la femme dans la société africaine et dans cette société ivoirienne-là, lui importait. De ce fait-là, d'ailleurs, son projet d'étude était l'image de la femme dans le conte, hein, dans le conte en général. Donc, je disais bien que c'est son humanisme qui prédomine. Donc, elle va, pour cela, mener un certain nombre d'actions qui vont la mener aussi en tant que première dame. Hein, quand elle devient première dame, c'est vrai, elle n'inaugure pas, les chrysanthèmes, ce qui pose problème, hein, parce qu'il fallait qu'elle rentre dans le cadre. Hein.
Il y a un cadre. Le cadre, c'est le cadre d'une femme qui doit, même si elle est universitaire, doit correspondre en tout cas à une certaine image. Hein, pas de personnalité, pourtant c'est contradictoire puisque normalement les femmes africaines, elles sont connues pour avoir de fortes personnalités. Et elle ne déroge pas à cela, donc elle a une forte personnalité, et c'est celle-là même qui lui a permis, en tout cas, de construire non seulement ses études avec brio, mais aussi de pouvoir mener en tout cas un certain nombre de combats, notamment le combat pour la démocratie en Côte d'Ivoire, et surtout le combat pour le bien-être des Ivoiriens. Donc je dis bien en tant que première dame, certes, elle mène beaucoup d'actions humanitaires, mais dans la discrétion. Parce que c'est ça la différence en fait. Elle ne fait pas de communication sur tous les actes qu'elle pose, en tout cas sur le plan humanitaire. Moi, je sais que personnellement, je connais un certain nombre de choses qu'elle faisait, en dehors de son souci concernant l'amélioration des soins pour les malades de sida. Elle menait d'autres actions. Elle soignait quiconque, en tout cas quiconque venait la rencontrer pour lui poser un problème de santé d'un enfant dont il n'avait pas les moyens de s'occuper financièrement, elle s'en occupait. Voilà. Donc je sais par exemple qu'elle a financé des orphelinats en Côte d'Ivoire sans pour autant créer une organisation humanitaire connue avec beaucoup de communication, enfin beaucoup de... oui, enfin bref, de campagnes de communication plutôt, on va dire, de campagnes de communication sur du papier glacé pour montrer combien elle est gentille, à donner des cartables devant tout le monde. Non, ce n'est pas son genre en tout cas. Beaucoup de pudeur. Ah, tu en parleras, d'accord. Beaucoup de pudeur. Donc tout ça pour dire, je vais pas faire long, hein. Ce que je peux dire simplement, c'est que je pense que l'humanisme, la justice sociale, la loyauté, la fidélité, dans tout ce qu'elle entreprend. Et je pense qu'on voit aujourd'hui sa situation carcérale montre bien qu'elle aurait pu, comme bien d'autres, si ça chauffait, prendre ses clics et ses claques, aller regarder sous d'autres cieux, si l'herbe n'était pas plus verte là-bas. Mais elle est restée. Elle ne se voyait pas abandonner ce peuple qu'elle aimait et pour lequel, en tout cas, dès son plus jeune âge, elle s'est engagée. Mon implication au plus fort et ma vie à me donner même, à vouloir jusqu'à jeter la craie, c'est son parcours militant, hein. Je ne dis pas son parcours intellectuel, mais c'est son combat, que ce soit avant qu'ils aient pris le pouvoir ou qu'ils ne l'aient pas pris, c'est sa détermination et son attachement à son idéal, à ce qu'elle fait. Ça dit, c'est la personne qui va jusqu'au bout, quoi. Et ça, je l'ai apprécié et mon admiration va jusqu'au bout. Donc, j'ai toujours un regard sur elle. Dire tout à l'heure qu'elle parlait des faits qu'elle donnait. Simone était, quand ils avaient pris le pouvoir, c'est celle-là où, quand il y a eu l'Ouest qui a été pris en Côte d'Ivoire, c'est avec elle, à cause d'elle que j'ai créé ADECI, c'est Aide aux déplacés de guerre, qui touchait tous les gens de l'Ouest. Donc nous, on prenait tout ce qui était tout ce que les gens nous donnaient. Je partais, on faisait des conteneurs avec le district d'Abidjan. Donc on faisait des conteneurs qui partaient donner dans toute la Côte d'Ivoire, mais particulièrement à l'Ouest. Et pendant cette guerre-là, elle y a laissé tout. Il y en a qui disent aujourd'hui, moi ça me fait mal de savoir que ce côté-là, le fait qu'elle ne faisait pas de communication, on n'a pas vu réellement ce qu'elle a fait. Mais tous les conteneurs qui partaient d'ici, on faisait des conteneurs, on en faisait 3 ou 4 ou 5 par... c'est nous les dialyses là. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de dialyse. Il n'y avait qu'une seule dialyse, mais qui servait pour toute la sous-région. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, il n'y en a qu'un seul appareil, mais il servait les autres pays qui sont autour. C'est nous, à Lille, on nous en a donné une quinzaine. Et nous sommes partis les implanter. Mais c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, Abobo a son dialyse, Trècheville a son dialyse, ainsi de suite.
les vêtements, on n'en comptait pas parce qu'on travaille avec le Secours populaire. Ça dit juste, j'ai jeté ma craie, mais je suis restée derrière l'humanitaire. Je suis restée derrière, à donner que ce soit des lits. On pouvait partir avec un conteneur de lits. Certains hôpitaux ont été faits. Et ça me fait mal quand je vois qu'aujourd'hui, elle est là. Et puis, regarde, dans cette salle-là, je peux demander même, Simone, elle est mariée à l'ouest, disons à Gagnoa. Mais dans sa région, est-ce qu'il y a quelqu'un de sa région ici? Puisque c'est quelque chose qui est passé sur le Facebook. C'est quelque chose qu'on a mis partout. Quand nous marchons là, je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Hein? Donc, il y a même certaines personnes qui ne sont pas de la région qui disent ce qu'ils pensent. Mais c'est quelqu'un qui a donné d'elle-même. Et aujourd'hui, regardez, elle le paye. Elle paye le prix là. Elle est encore là-bas. Et c'est elle qui paye. Là, cette salle-là pouvait être plein. On pouvait être plein pour elle. Parce que le combat qu'elle mène, c'est elle qui nous initie, moi particulièrement. Je pense que presque toutes. C'est à regarder le modèle qu'est Simone qu'on s'accroche. C'est l'idéal du couple politique. C'est en Afrique, c'est son modèle qu'on peut regarder. Toutes les femmes politiques ne sont pas elles qu'elle fait sa politique. Toutes les femmes mariées à des présidents ou mariées à un couple politique ne se comportent pas comme elle se comporte. J'ai la lourde tâche, en fait, de présenter de façon succincte, avant de revenir au cas, Simone, à la situation, je préfère dire la situation de la Camarade Simone Gbagbo. Permettez que je ne lui donne pas du moment, comme le font les sœurs, parce que c'est une camarade, c'est la combattante. Je vais parler de la combattante. Donc, le mot camarade me sied mieux pour que je m'exprime. Donc, je disais que j'avais à faire un bref historique de la journée internationale des droits des femmes, parce que ce n'est pas une journée où nous attendons des fleurs de la part des hommes. Et ce n'est pas une journée non plus que nous célébrons en chantant ni en dansant. C'est cette journée-là qui consacre la défense des droits des femmes, parce que autrefois, il y avait des femmes qui étaient brimées, les femmes ne votaient pas, le harcèlement sexuel, ça ne date pas d'aujourd'hui, et les injustices salariales, ça ne date pas d'aujourd'hui non plus. Et donc, c'est dans tout ce contexte-là que cette journée a été proposée en début 1910 par une socialiste, Clara Zetkin, qui avait pensé cet événement. Ensuite, ça a été officialisé en 1977 par l'Organisation des Nations Unies. Et puis, en France, la France, hein, toujours qui prend le train en marche, a officialisé à son tour en 1982. Et donc, nous vivons en France, donc, le cas de la France, donc on va dire depuis 1982, cette journée est célébrée ici. Et donc, elle est célébrée, ce n'est pas un événement commercial, comme je l'ai dit tantôt, pour que vous nous offrez des fleurs, ni des vêtements, ni des chaussures. C'est pour nous accompagner dans nos revendications. Voilà. Et donc, il y a des acquis. Il y a des acquis, certes, mais cette journée-là, elle a été décrétée pour que, lorsqu'elle arrive, on se pose et on fait un bilan pour dire qu'est-ce qui a marché au niveau des femmes dans tous les domaines. Est-ce que les femmes aujourd'hui, est-ce qu'elles votent? Est-ce qu'elles ont le même salaire que les hommes? Est-ce qu'elles peuvent s'exprimer librement? Est-ce qu'elles ne sont pas battues? Parce qu'il y a des chiffres. Il y a des femmes qui meurent tous les jours sous le coup des hommes qui sont battus. Donc ça existe. Il y a les harcèlements sexuels. Et puis il y en a qui sont privés de leurs droits, malheureusement, comme c'est le cas de Simone et Yves Gbagbo, qui a fait don de sa personne à la Côte d'Ivoire entière, qui a lutté pour les droits sociaux des Ivoiriens, qui a lutté pour une justice sociale depuis son jeune âge, ça a été dit, mais moi je l'exprime de façon politique, qui a choisi cette voie. Elle aurait pu rester universitaire après ses études, mais non, elle a choisi de défendre les droits des Ivoiriens.
les droits des Ivoiriens dans toutes leurs composantes, dans toutes les religions. Elle n'a jamais fait de différence entre le nord, le sud, l'est et le centre ni l'est. Et elle s'est engagée en politique aux côtés de son époux, le président Laurent Gbagbo. Et donc, aujourd'hui, je dis que c'est une journée qui est décrétée pour qu'on fasse le point. Quand on fait le point, aujourd'hui, nous n'allons pas faire le point de toutes les femmes qui sont dans la sphère mondiale, puisque nous avons mis la camarade Simone Gbagbo au cœur de notre débat de ce soir. Donc, nous savons tous ce qui s'est passé le 11 avril. Nous avons vu ces terribles images qui sont insupportables. Nous n'allons pas les réveiller encore, mais ce qui est quand même frappant, c'est de dire que ces événements-là se sont passés au su de toute la communauté internationale, et jusqu'à ce jour, c'est comme si de rien n'était. L'honneur d'une femme bafouée, une femme qui était dans toute sa splendeur. Aujourd'hui, vous voyez ces photos, mais vous avez du mal à la reconnaître si on ne vous dit pas que c'est elle. Une femme qui était au pouvoir, au cœur d'un pouvoir, qui était même jalousée, je pèse mes mots, par toutes les femmes de présidents de l'Afrique. Elle était enviée, jalousée, parce que quand elle se retrouvait, elle n'allait pas leur parler d'association de défense d'enfants. Quand bien même elle a fait sa part, la camarade Christine Zekou l'a dit, quand bien même elle faisait des dons dans les hôpitaux, dans les orphelinats, je veux dire que quand elles se retrouvaient à des réunions de femmes, de chefs d'État, elles n'allaient pas dans leur sens, donc ça ne les arrangeait pas. Simone Gbagbo est une grande intellectuelle que nous avons en Côte d'Ivoire. Donc, nous devons lutter pour ces droits qui ont été bafoués. Nulle part nous avons vu que quelqu'un qui bénéficie d'une immunité parlementaire soit traité comme ça, et ça ne me personne. Ça, moi, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Même si on dit qu'on n'aime pas le lièvre là, il faut accepter qu'il court plus vite que nous, quoi. Et là, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre que les femmes des ex-chefs d'État regardent comme ça Simone et qui ne disent rien du tout. Simone n'aurait jamais accepté que Mme Bédié soit traitée de la sorte. Encore moins la femme de Gueye, paix à son âme, si elle était vivante. Elle n'aurait jamais accepté ça. Ça, je peux vous l'assurer. C'était quelqu'un qui aimait son prochain. Donc, je ne peux pas comprendre que on lui inflige ce traitement inhumain et ça ne dérange personne. Donc, aujourd'hui, là, nous allons voir, c'est vrai, il n'est jamais tard pour bien faire. Toutes les années écoulées, nous avons occupé les rues, nous avons dénoncé, mais apparemment, dénoncer, ça ne dérange personne. Donc, aujourd'hui, là, nous voulons réfléchir à quelle méthode nous allons employer pour être entendus. Nul n'a la science infuse, pas moi ni vous. C'est en mettant en commun que nous allons décider. Mais je me demande quel est ce vent mauvais qui souffle sur la Côte d'Ivoire pour que une première dame sorte d'un camion comme ça pour traverser Abidjan, aller, je ne sais pas quoi. En fait, excusez-moi, mais je n'arrive pas à comprendre jusqu'à ce jour que Simone rentre à la justice, elle ressort, on la ramène à Agbo, et puis il n'y a rien. Je ne comprends pas. J'ai beau tourner le problème, retourner le problème. Finalement, je suis impuissante. Je suis impuissante. Je ne sais pas qu'est-ce que les Ivoiriens ont. Je me pose toujours la question de savoir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, à la faveur de cette situation-là, je suis obligée de vous poser la question, vous et moi. Enfin, vous comprendrez pourquoi je ne vais pas dans la rue. Si vous l'avez compris, c'est bon. J'ai du mal. Je ne comprends pas. Quand on est politique aussi, on a des faiblesses. C'est très, très difficile. Alors, Simone Gbagbo,
est quelqu'un, effectivement, qui, à mon sens, est l'une des plus grandes dames de l'Afrique, au-delà même de la Côte d'Ivoire. Je la situe quelque part juste après Winnie Mandela, au regard du fait que c'est certainement sa grande sœur à elle. Et c'est pour moi, oui, effectivement, l'une des plus grandes dames dans son combat, dans tout ce qu'elle a pu faire, et qui donne un formidable exemple aux femmes africaines, aux mamans, aux filles et aux petites filles. Moi, je parlerai de la battante et de la combattante, parce que je pense qu'il faut distinguer les deux. Elle se bat, elle s'est toujours battue. Elle s'est toujours battue pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Elle s'est toujours battue pour l'émancipation des femmes, l'alphabétisation des femmes, parce qu'elle part du principe que des femmes lettrées, nécessairement, ça permet à une société d'évoluer. C'est la femme qui fait l'éducation. Et puis, c'est aussi une combattante, parce qu'elle s'est toujours évertuée à combattre l'impérialisme. On sait très bien son combat aussi pour le franc CFA, enfin tous les grands combats pour l'indépendance de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en particulier, elle a toujours été là. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est vrai que je ne reviendrai pas trop sur les conditions de sa capture, même si pour elle, elle en parle, mais par pudeur, je préfère m'abstenir. Mais elle en parle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui... et finalement, si elle s'arrête d'en parler, c'est parce que ça gêne tellement son interlocuteur qu'elle arrête. Mais elle en parle. Elle en parle parce qu'elle trouve ça important, justement dans cette logique du plus jamais ça. Et donc, pour que ça ne se reproduise plus jamais, il faut que tout le monde sache jusqu'où la barbarie humaine peut aller. Mais elle a toujours été battante et combattante, même dans la captivité. Alors, je vais vous raconter une anecdote qu'elle m'avait racontée. Elle était à Odiéné, donc entre les mains d'un Comzone et donc de ses geôliers. Et puis, elle voyait des petites filles. Et elle leur disait, mais vous n'allez pas à l'école? Et elle s'est fixée comme mission, à Odiéné, d'enseigner à ces petites filles. Elle dit, bon, vous allez à l'école, et puis quand vous allez revenir à l'école, eh ben, on va retravailler les cours ensemble. Et donc, elle a fait ça pendant pratiquement tout le temps où elle était à Odiéné, c'est ce qu'elle a fait. Et puis, l'une de ces petites filles, justement, une en particulier, elle était devenue la première de sa classe avec les meilleurs résultats au sein de toute l'école. Donc, elle a été récompensée par la ville. On lui donne son petit cadeau, on lui donne le micro, on lui demande, bon, si elle a un mot à dire. Et donc, cette petite fille, elle doit avoir 8 ans, pas plus, elle remercie, elle est très contente, elle remercie maman Simone Gbagbo. À Odiéné. Il est là le combat. Il est là le combat. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat du quotidien. Il n'y en a pas un qui soit au-dessus de l'autre. Mais c'est-à-dire que même enchaînée, elle a continué ce combat. Elle n'a pas voulu qu'on laisse dire qu'elle pouvait être tribaliste. Elle n'a pas voulu nourrir cette logique du Nord contre le Sud. Même dans le Nord, elle continue ce combat. Même enchaînée, elle continue ce combat. Voilà ce qui est Simone Gbagbo. Une battante, une combattante au quotidien. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et qui finalement, alors vous imaginez à Odiéné la scène, comment tout le monde pouvait être gêné à l'idée de voir qu'on pouvait la remercier même à cet instant-là. Mais voilà qu'elle était. De sorte que quand elle est même revenue sur Abidjan, beaucoup l'ont regretté dans le monde. Beaucoup l'ont regretté Odiéné. Parce qu'elle faisait ce combat là où d'autres, ceux qui, justement, ont pris ce pouvoir au nom de cette tribalisation, ne s'intéressaient pas du tout à ces petites filles. Il est là, le combat. Et puis voilà que, lors du procès, je vous raconte aussi une autre anecdote, c'est que c'est l'une des... Enfin, c'est une femme qui, dans le cadre de son procès, a suivi son procès du début à la fin, qui est extrêmement active. On a préparé, on a eu des heures... Concrètement, on pouvait la laisser à 2-3 heures du matin pour se retrouver le lendemain aux assises et continuer les audiences. Enfin, c'était harassant. Et je me disais, mais comment elle faisait? Parce que bon, nous, c'est notre travail, d'accord, mais elle arrivait, elle assiste toute la journée lors des assises à entendre tout ce que les gens pouvaient dire, et puis elle réagissait.
elle continue de se battre. Même si elle savait que ça pouvait être joué d'avance, même si elle savait qu'effectivement le procès est politique, il était hors de question d'abandonner le combat. Elle se battait. Elle a fait des leçons de droit à des avocats en pleine salle d'audience. Elle s'est fait applaudir par des policiers en pleine salle d'audience, ce qui a suscité quand même la honte et la colère du magistrat. Voilà qui est Simone Gbagbo. Une battante, une combattante. Quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui continue le combat. Et Haute-Seine, parce que, évidemment, on vous expliquait que, alors oui, elle faisait tuer les nordistes, elle faisait tuer les doulas, bon, et quand on le demandait aux gens, mais concrètement, qu'est-ce que vous lui reprochez, il disait, oui, mais pourquoi elle n'a pas parlé à son mari? Elle avait qu'à dire à son mari qu'il n'avait pas gagné les élections. Donc finalement, tout le procès qui lui était fait, c'est pourquoi elle n'avait pas dit à son mari qu'il n'avait pas gagné les élections. Voilà un peu, enfin, c'est pour vous dire un peu le niveau, même des témoignages, mais il y a une scène assez intéressante où, parce que ils vous ramassaient un peu des gens un peu partout qui venaient témoigner, des gens qui parlaient des fois même pas français. Et donc, il y avait des gens qui parlaient d'Ioula, qui témoignaient en Dioula. Et donc, moi, je la regarde et je dis, mais tu comprends? Et elle me dit, ah, toi, tu comprends pas? Bon, attends, je vais te traduire. Et donc, elle me traduisait ce que des personnes étaient en train de lui dire. Et c'est vrai que cette scène était assez drôle, finalement. Parce que vous voyez quelqu'un, une abourée qui allait traduire à une doula en doula, ce que moi-même, je ne comprenais absolument pas. Mais c'était quelqu'un aussi, quand on parle d'une linguiste, mais c'est quelqu'un qui était très intéressé par les langues africaines. Et quand on s'intéresse aux langues africaines, c'est parce qu'on aime les peuples africains. On ne s'intéresse pas à une langue si on ne les aime pas. Donc même tout le combat, toutes les accusations qui sont portées contre elle de tribalisme ne tiennent même pas quand on regarde son parcours, mais quand on regarde même sa formation intellectuelle, universitaire. Ça ne tient absolument pas. Mais bon, bref. Calomnier, il restera toujours quelque chose. Malheureusement, c'est ce qu'il en est resté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on est toutes là, et je comprends l'émotion, c'est parce que c'est une grande dame. Et si elle est combattue, si elle est encore enchaînée aujourd'hui, si elle subit tout cela, c'est parce que c'est une grande dame. S'ils ne la libèrent pas, c'est parce qu'ils ont peur d'elle. Soyez sûr que si elle ne représentait aucun danger, elle serait déjà libérée. C'est parce que c'est un danger pour ce pouvoir, parce que c'est un danger pour eux, pour cette tyrannie, qu'on la garde dans les chaînes de la détention. Il n'y a rien d'autre. Ils ont bien vu sa popularité. On le voyait, nous, aux assises, comment les gens voulaient absolument venir vers elle pour la saluer, pour l'embrasser. C'est quelqu'un d'extrêmement populaire. Extrêmement populaire. Elle fait peur. Elle fait peur. Lorsqu'il y a eu, regardez juste la rumeur à un moment donné, lorsqu'il y a eu cette rumeur comme quoi elle serait décédée. Mais ils ont paniqué, eux. Là-bas, ils ont paniqué. Ils ont dû aller la voir pour s'assurer que tout allait bien. Ils ont paniqué. C'est pour vous dire à quel point cette femme, ce n'est pas rien. C'est un symbole. Parce qu'en réalité, ils ont peur qu'au travers de cette femme-là, que toutes les Ivoiriennes deviennent des Simone Gbagbo. C'est ça leur peur. Vous ne vous battez pas. Donc la maintenir dans les chaînes de la détention, de l'emprisonnement, c'est une manière de dire ne suivez pas son exemple. Donc la meilleure manière de continuer le combat, de l'aider, mais c'est de faire comme Simone Gbagbo, c'est d'être des Simone Gbagbo, c'est de continuer le combat. Quelle que soit la forme, mais de continuer le combat. Merci. Parce que d'une manière ou d'une autre, on est tous utiles. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus utile qu'un autre. Nous le sommes tous. Donc, et toutes. Donc nous devons absolument continuer ce combat, la prendre en exemple, faire ce qu'elle a pu faire, se dire mais comment elle aurait pu réagir dans telle situation et agir. On peut se tromper, mais on ne pourra jamais nous faire le reproche de ne pas avoir agi. C'est fondamental. L'action est fondamentale, l'inaction est condamnable. En Côte d'Ivoire, des gens tentent d'agir, il ne faut pas croire, mais c'est compliqué et c'est difficile. Vous êtes dans un pays où on emprisonne les gens extrêmement facilement, et puis il n'y a rien.
On les tue. Et la maca, même quand on est dans le Nord, c'est pire, mais quand on est dans la maca, il faut avoir des gens qui puissent venir vous voir tous les jours, vous donner à manger. Vous êtes un coût pour une famille. Donc, c'est pas anodin quand les gens ont peur d'aller en prison. Ce n'est pas anodin. C'est parce que c'est pas comme une prison européenne, entre guillemets. Hein. C'est que si vous n'avez pas une famille qui vous amène à manger, vous mourrez. Si vous ne pouvez pas prendre en charge vos propres soins, vous mourrez. Et puis, emprisonner une femme, emprisonner une mère, c'est emprisonner une famille. Il ne faut pas rêver. C'est emprisonner toute une famille. Donc, il faut agir prudemment, comprendre le traumatisme, parce qu'effectivement, il y a un fort traumatisme. On n'a jamais pu imaginer que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ils auraient pu aller aussi loin. Donc, il y a un traumatisme qui se dissipe avec le temps, mais il y a un traumatisme. Donc, il faut voir aussi comment lutter, comment faire en sorte de lutter pour éviter, pour détraumatiser ces populations, comment montrer à ces populations qu'on doit continuer le combat, même si sur place, bon nombre de femmes le font, bon nombre de femmes continuent le combat, bon nombre de femmes essaient de faire quelque chose, mais ce n'est pas facile. Ne soyons pas non plus impatientes, ne soyons pas trop sévères avec nous-mêmes. Il faut vraiment continuer, se dire que ce n'est pas facile. Et puis 2018, quand on voit la situation de 2018, ce n'est pas celle de 2011. Il ne faut pas l'oublier aussi. On a quand même évolué. Les choses ont quand même changé énormément. Alors peut-être pas suffisamment, rapidement et vite comme on le souhaiterait, mais les choses ont évolué. Les choses ont vraiment changé. Vraiment beaucoup changé. Les gens ont moins peur. Et les gens sont fatigués. Et pour vous dire à quel point les choses changent quand même, il n'y a pas très longtemps, je l'avais expliqué au président, mais bref, je mets de l'essence dans mon véhicule, c'est une anecdote complètement, mais je mets de l'essence et je vois des gens qui me regardent bizarrement. Un groupe d'hommes dans une voiture qui me regardent bizarrement. Donc je me dis, ok, c'est bizarre, bon, ça va peut-être chauffer. Donc ils sortent, ils viennent vers moi, ok. Donc ils me disent, oui, vous ne serez pas avocate. Je dis si. Il dit, ah, vous êtes l'avocate des Gbagbo. Et je dis oui. Après, ils vont sortir. Je dis, ils vont sortir, bien sûr. Il me regarde, il voit que je reste dubitatif, il me dit, je suis un ado déçu. Je prie Dieu pour qu'il sorte. Vous avez des ados déçus qui prient Dieu pour qu'ils sortent. Est-ce que ce n'est pas la meilleure des victoires? Amen. Donc vraiment, On peut applaudir. félicitations à vous tous et continuez en combat. Merci.